Il est tout juste 19h heure d'Alger, vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour l'édition de ce vendredi 10 avril 2026. Tout de suite les titres de l'actualité. Agression sioniste sur le Liban, le bilan s'alourdit à 300 martyrs, en fait le point dans ce journal. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques déclare que son pays n'acceptera aucun cessez-le-feu permettant aux États-Unis de se rééquiper pour réitérer ses attaques. De son côté, le vice-président américain J.D. Vance se dit confiant que les pourparlers avec l'Iran seront positifs. Prochaine visite du pape Léon XIV en Algérie, une tournée historique, les détails dans ce journal. Et puis sport football, le ministre algérien des Sports Walid Sadi préside l'inauguration du centre technique régional situé sur le plateau de l'Ala City dans la wilaya de Tlemcen en compagnie du président de la Fédération internationale de football. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec la situation au Liban où les frappes aériennes sionistes ont fait au moins 21 martyrs à travers le pays ce vendredi. À Nabatieh, des frappes menées par les forces sionistes près d'un complexe gouvernemental et d'un bureau de la sûreté de l'État ont fait au moins 8 martyrs parmi les membres des forces de sécurité et causé d'importants dégâts. Pour rappel, le ministère libanais de la Santé indiquait jeudi que les frappes sionistes menées mercredi à travers le Liban ont fait 300 martyrs, dont 71 femmes et 30 enfants et 1150 blessés. Toujours dans le même contexte, plusieurs régions du sud du Liban ont été la cible d'une escalade des forces d'occupation sionistes dans la nuit de jeudi à vendredi, marquée par des frappes aériennes, des bombardements et des opérations de drones. On fait le point avec Neila Hamouda. La tension monte d'un cran au sud Liban. L'armée d'occupation a lancé une vaste offensive aérienne et terrestre. De Sour jusqu'aux hauteurs de Jezin, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie se sont multipliés, touchant de plein fouet plusieurs zones résidentielles. Les localités de Dir Antar, Mansouri, Klaïlé et la plaine de Maïlié, Ras Al-Ain, dans la Casa de Sour, ont été visées par des frappes et des tirs d'artillerie. L'armée sioniste a également détruit des quartiers résidentiels à Aït al-Shab, tandis que des avions de guerre et des drones n'ont pas cessé de survoler la région de Sour. Une frappe aérienne à Haounié a fait au moins un mort et un blessé, transportés vers les hôpitaux de la ville. Dans le quartier de Ain el-Maraïsa, sur la corniche de la capitale, un immeuble a été partiellement détruit après une frappe aérienne. Sur place, les résidents tentent de récupérer quelques effets personnels au milieu des débris. Malgré la destruction, beaucoup expriment un soulagement, celui d'avoir survécu. Rien ne remplace la famille, absolument rien. Tout le reste peut être remplacé, la maison et autres biens matériels par exemple, mais les parents, les enfants, une épouse, voilà ce qu'il y a de plus précieux. Le vrai problème, c'est le corps et l'âme. Que Dieu nous délivre de cette perte. Notre pays n'a rien fait et n'est en rien impliqué dans cette guerre. On ne peut jamais remplacer les êtres humains. Mais pour les pierres et les bâtiments, Dieu peut y remédier. Il n'y a pas de problème. Il y a une pharmacie ici qui a été réduite en ruine. Et Dieu merci. Que dire de plus? Nous n'y pouvons rien. C'est ainsi. Mais dans la résignation pointe une lueur. L'annonce de négociations directes à Washington suscite un espoir fragile. Une perspective accueillie avec espoir, mais avec prudence par les habitants. Nous voulons mettre fin à l'état de guerre par tous les moyens possibles, que ce soit par la négociation ou autrement. En fin de compte, c'est une réalité qui nous est imposée. Nous avons un voisin. Nous n'en voulons pas et nous ne l'apprécions pas. Mais c'est une réalité. Que pouvons-nous y faire? Nous voulons vivre, pas continuer à subir cette situation. Pendant que les civils déblaient, les hôpitaux comptent leurs seringues. L'Organisation mondiale de la santé alerte. Les kits de traumatologie, anesthésie, bandages, antibiotiques manquent cruellement. Si rien n'est fait, les structures de santé seront incapables de soigner les victimes des prochains raids.
Survivre plutôt que vivre. À Beyrouth, l'attente du cessez-le-feu est désormais la seule urgence qui compte. Entre destruction systématique et ciblage de localités jusque-là épargnées, l'incertitude plane sur l'ampleur de cette offensive sioniste et les craintes aussi. Toujours au Liban, des personnes en deuil ont assisté vendredi 10 avril aux funérailles des Libanais tombés en martyrs jeudi 9 avril lors d'une frappe sioniste sur Abbassieh qui a fait 7 morts selon l'agence de presse d'État libanaise. Le Hezbollah a annoncé avoir visé ce vendredi un rassemblement de soldats de l'armée d'occupation sioniste à l'est de la prison de Riyam à l'aide d'un missile qualitatif. Dans un communiqué, le mouvement a précisé que cette opération intervient en réponse aux violations par l'ennemi de l'accord de cessez-le-feu, à ces agressions répétées contre les villages du sud des Liban. Le texte souligne que cette riposte se poursuivra jusqu'à l'arrêt de l'agression sioniste contre le Liban et son peuple. Et le Hezbollah a également annoncé avoir visé plusieurs colonies situées en profondeur du territoire occupé. L'organisation a indiqué avoir ciblé vendredi pour la 3e fois la colonie de Metula avec une salve de roquettes, en plus des colonies Aviviem par d'autres tirs de missiles. Et les Nations Unies ont alerté ce vendredi sur l'accroissement rapide de l'insécurité alimentaire au Liban, a indiqué une source onusienne. Les convois du programme alimentaire mondial continuent de circuler, mais l'environnement opérationnel devient de plus en plus complexe, a déclaré la directrice de cette agence de l'ONU au Liban. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement une crise de déplacement de population, elle se transforme rapidement en crise de sécurité alimentaire. Nous constatons déjà des signes évidents de hausse des prix alimentaires à travers le Liban. En un seul mois, le prix des légumes a grimpé de plus de 20%. Le prix du pain a augmenté de 17%. Pour les familles déjà en difficulté, la situation est extrêmement préoccupante. Nous sommes face à une combinaison très inquiétante. Les prix augmentent, les revenus sont perturbés et la demande croît à mesure que les déplacements de population se poursuivent. Pour de nombreuses familles, la nourriture reste disponible, mais elle devient de plus en plus inabordable. Autre information de ce journal, Téhéran a annoncé son refus de tout cessez-le-feu temporaire qui permettrait à l'ennemi, selon ses termes, de réorganiser et de répéter ses agressions. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, Majid Tartravanchi, a déclaré ce vendredi que son pays n'acceptera aucun cessez-le-feu permettant à l'ennemi de se rééquiper pour réitérer ses attaques. Et dans le cadre des pourparlers prévus à Islamabad, au Pakistan, concernant le dossier iranien, une délégation de haut niveau menée par le vice-président américain J.D. Vance représentera les États-Unis. Ce dernier, soutenu par Steve Witkoff et Jared Kushner, a fait part vendredi de sa détermination à mener ces échanges, affichant sa confiance quant à l'issue positive de cette rencontre diplomatique de samedi. Salut à tous, bonjour, merci d'être venus. Nous attendons avec impatience ces négociations. Je pense qu'elles seront positives. Nous verrons bien, comme l'a dit le président des États-Unis, si les Iraniens sont disposés à négocier de bonne foi, nous sommes tout à fait prêts à leur tendre la main. S'ils essayent de nous manipuler, ils se rendront compte que l'équipe de négociation n'est pas aussi respective. Nous essayons donc d'avoir des négociations constructives. Le président nous a donné des directives assez claires et nous allons voir comment cela évolue.
Et le chef de la commission parlementaire iranienne de la sécurité nationale, Brahim Azizi, a déclaré que le détroit d'Ormuz ne reviendra pas au système de contrôle d'avant-guerre. S'exprimant à la télévision d'État iranienne, Azizi a laissé entendre que cette voie navigale vitale pour l'approvisionnement mondial en pétrole continuerait d'être contrôlée par l'armée iranienne et d'autres forces de sécurité. Et le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré avoir discuté avec le président américain Donald Trump des capacités militaires et des dispositions logistiques liées au passage des navires dans le détroit d'Ormuz lors d'un entretien téléphonique tenu jeudi 9 avril. Au cours de sa visite au Moyen-Orient, Starmer a précisé que les deux dirigeants ont abordé la formation d'une coalition internationale. Cette initiative inclut l'élaboration d'un plan politique et diplomatique ainsi que l'étude des ressources militaires et logistiques nécessaires pour garantir la sécurité de la navigation dans le détroit. L'Organisation des Nations Unies a confirmé avoir enregistré plus de 580 attaques de colons en Palestine occupée depuis le début de l'année 2026. Lors d'une conférence de presse régulière tenue jeudi, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué que le Bureau de coordination des affaires humanitaires a documenté la mort d'un homme palestinien lors d'une attaque de colons dans le nord de la Cisjordanie occupée. Et des dizaines de milliers de fidèles ont accompli aujourd'hui la première prière du vendredi à la mosquée bénie d'Al-Aqsa après une fermeture de 40 jours imposée par l'occupation sioniste sous prétexte de la guerre avec l'Iran, comme le montrent ces images. Et dans le reste de l'actualité de ce journal, la première visite du pape Léon XIV en Algérie prévue du 13 au 15 avril 2026 sur invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune marque un tournant historique pour les relations Alger-Vatican. Ce déplacement axé sur la fraternité et le dialogue, Safouan Ben Sabri. Le pape Léon XIV se rendra en Algérie du 13 au 15 avril pour une visite historique. C'est la première fois que la plus haute autorité catholique se rend en Algérie. Lundi, aux alentours de 8h heure italienne, le pape quittera Rome depuis l'aéroport Léonard de Vinci, direction Alger. Atterrissage à 9h à l'aéroport international Ouari Boumedienne. Accueil officiel au rendez-vous pour le pape, qui se rendra en premier lieu au sanctuaire du martyr, pour rendre hommage aux martyrs de la guerre de libération nationale. Le pape effectuera ensuite une visite de courtoisie au siège de la présidence algérienne pour y rencontrer le président Abdelmadjid Tebboune, avant d'aller à la rencontre des représentants de la société civile au centre des conférences de Jama al-Jazaïr. La grande mosquée d'Alger figure dans le programme de la visite pontificale, symbolisant la volonté de renforcer le dialogue interreligieux. En fin d'après-midi, le pape rencontrera la communauté chrétienne d'Algérie dans la célèbre basilique Notre-Dame d'Afrique qui surplombe la baie d'Alger. Le mardi 14 avril, le programme se poursuivra avec un déplacement vers la ville de Annaba, ville liée à l'histoire d'Augustin d'Hippone. Le pape visitera le site archéologique d'Hippone, ancienne cité romaine où vécut et prêcha Augustin, figure majeure de la pensée chrétienne. À 15h30, le souverain pontife dirigera une messe à la basilique Saint-Augustin d'Annaba, construite à proximité des ruines de l'ancienne Hippone. Il retournera par la suite à Alger, après son passage dans l'Est algérien. Et toujours dans le même contexte, les relations historiques entre l'Algérie et le Vatican, marquées par le dialogue interreligieux, atteignent un sommet avec la visite historique du pape Léon XIV. Cette dynamique confirme le rôle de l'Algérie comme acteur méditerranéen de paix et de coexistence. Tinine El-Makassi. Depuis la nuit des temps, des premières traces humaines retrouvées sur le sol algérien, la spiritualité constitue l'un des fils conducteurs de l'histoire du pays. Terre de croyances, de pensées et de quête de sens, l'Algérie s'inscrit naturellement dans une profondeur religieuse qui dépasse les frontières et les époques.
Dans ce cadre, les relations entre l'Algérie et le Vatican prennent racine dans une histoire ancienne, marquée bien davantage par la circulation des idées que par la rencontre physique. Un détail de taille qui fait aujourd'hui de la visite du pape Léon XIV en Algérie, première d'un souverain pontife sur le sol algérien, un tournant historique majeur des relations entre Alger et le Vatican. Les relations entre l'Algérie et le Vatican s'inscrivent dans une continuité historique profonde. L'Algérie, par son histoire et sa position, demeure au cœur de cette dynamique, autant que terre de mémoire et d'espace de dialogue. Dans cette histoire récente, l'Algérie conserve un rôle central dans le dialogue interreligieux mondial. Sa position de carrefour entre le monde arabe et le continent africain lui confère une responsabilité particulière dans la construction des passerelles entre les civilisations. Le pape Léon XIV s'inscrit dans cette vision, voyant dans l'Algérie un espace spirituel majeur marqué par l'héritage de Saint Augustin dont il se revendique lui-même et par une tradition ancienne de pensée et de rencontres. Les relations entre l'Algérie et le Vatican ainsi que la visite du pape Léon XIV s'inscrivent dans ces héritages et permettent de mettre en place une nouvelle dynamique contemporaine de paix et de reconnaissance mutuelle. Elles rejoignent une vision plus large portée par l'Algérie, attentive aux grandes causes internationales, notamment la recherche de solutions pacifiques, aux crises que connaît le monde actuellement, que ce soit en Palestine, au Liban ou partout ailleurs où la haine des hommes déshumanise l'humanité. Ça occidental à présent, le ministre sahraoui des Affaires étrangères Mohamed Yeslam Baïset a salué la position des États-Unis sur la question sahraoui, la qualifiant de positive. Dans une déclaration accordée à 24 News en marge des célébrations du 50e anniversaire de la fondation de la République sahraoui, Baïset a affirmé que l'administration américaine joue pour la première fois un rôle qu'il qualifie de réel pour trouver une solution à la question sahraoui. Sport football à présent, le ministre des Sports Walid Sadi a présidé jeudi soir l'inauguration du centre technique régional situé sur le plateau de l'El City dans la wilaya de Tlemcen en compagnie du président de la Fédération internationale de football Gianni Infantino ainsi que des autorités locales. Je suis fier d'être ici, je sens la fierté de tout un peuple, du peuple d'Algérie, qui est fier de sa fédération, qui est fier de son gouvernement, qui est fier de ses installations techniques qui vont permettre aux talents d'Algérie de briller à l'échelle mondiale. Des exemples comme celui-ci, ça va nous permettre d'investir encore plus en tant que FIFA, en tant que gouvernement, dans les écoles, dans toutes les régions du pays pour continuer à construire pas seulement des stades et des terrains de football, mais aussi des centres techniques, des centres d'excellence où le talent peut s'épanouir. Réhabiliter ce projet à l'arrêt et le transformer en une installation sportive qui incarne une vision pragmatique du développement du football, tout en reflétant une volonté claire de bâtir un environnement footballistique moderne et évolué. Sport football toujours, le CR Belouizdad affrontera ce soir la formation égyptienne du Zamalek pour le compte des demi-finales match aller de la Coupe de la CAF. Une rencontre que le club algérien veut absolument gagner pour prendre une option en vue d'une qualification à la finale de la compétition. Un rendez-vous important pour le CRB qui tentera de réaliser un résultat positif lui permettant d'aborder le match retour une semaine plus tard.
En Algérie, la scène digitale algérienne est en pleine effervescence, portée par l'émergence de créateurs des jeux vidéo et la multiplication de rendez-vous technologiques majeurs, un élan qui favorise l'innovation et permet aux passionnés de se forger une réputation solide à l'échelle internationale. Immersion ce soir dans ces univers, dans ce reportage signé Mohamed Wali Ben Chaban, images Rabah Ben Ammar et Mohamed Boudiaf. L'Algérie connaît un essor fulgurant de sa culture numérique, portée par une communauté impressionnante et la multiplication des événements. Cet élan booste les industries créatives tout en offrant une vitrine aux jeunes talents qui façonnent l'avenir vidéoludique. Preuve à l'appui, des tournois animés par des figures d'envergure mondiale démontrent le talent des gamers algériens. Je vois le niveau de la scène algérienne qui est vraiment très forte. Les jeux vidéo au sens large, c'est une passion qui draine de plus en plus de joueurs. Mais surtout, ça permet à des gens de se rencontrer, des joueurs qui ne se connaissent pas forcément mais qui ont une passion commune. Ils viennent dans des événements comme celui-là où il y a au moins 7000 personnes qui viennent par jour. Le paysage vidéoludique a été illustré à Alger par la rencontre entre la communauté et l'équipe de Clair Obscur Expédition 33, lauréat de nombreux prix et sacré GOTY 2026. C'est un honneur pour nous en fait surtout, et pour moi en particulier en tant qu'Algérien, d'être invité à venir quelque part pour le travail et pour la reconnaissance. Retrouver en plus la terre de mes ancêtres et ma famille, ça m'émeut, voilà, je suis très fier. Pour moi, c'était surtout une consécration professionnelle parce qu'on a travaillé dans des conditions optimales dans le cadre d'un jeu vidéo où en général on a très peu d'informations, et là j'avais Jennifer avec moi, j'avais toutes les informations avant, et c'est ce qui nous a permis de diriger un doublage, de faire une belle version française. Je crois qu'actuellement c'est le jeu le plus primé de tous les jeux vidéo, plus que Last of Us, c'est incroyable, 460 prix. Je pense que c'est une consécration qui, je dirais, plus une inspiration pour tout le monde. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va inspirer plein de gens à se lancer, parce que voilà, ça prouve que partant d'une envie et d'un rêve, on peut finalement réussir. Ce n'est pas tout, les fans d'animes et de séries d'animation ont eu l'occasion de croiser des invités prestigieux et légendaires de la série américaine Les Simpsons. Écoutez, j'ai déjà la chance quand même de faire les deux sœurs, Patty et Selma. C'est le même registre mais en plus grave. Et aussi la maman Bouvier quand même, qui apparaît dans quelques épisodes. Alors pour elle, son registre c'est toujours la voix cassée mais presque aphone. Voilà, donc elle doit tenir comme ça. Heureusement qu'elle parle pas beaucoup, mais voilà, c'est... Quand même, j'ai toute la famille Bouvier à gérer. Moi, j'ai la chance de faire le grand-père, Abraham Simpson, et puis Autobus, c'est celui, le personnage un peu déjanté qui conduit l'autobus scolaire. Voilà, qui a pris quelques substances, peut-être, je sais pas. Mais donc moi je m'amuse avec ces personnages. Puis le personnage du grand-père, il est touchant parce que on l'oublie toujours à l'hospice. Et il est toujours en vie, voilà. Et voilà, de temps en temps, il s'endort. Qu'est-ce que c'est ? Elle a été hyper bien. Les voix françaises officielles de Marge et Homer ont marqué les esprits, se disant impressionnés par la ferveur du public algérien. C'est notre première fois en Algérie, mais quelle découverte! Et oui, la première fois, et quel accueil surtout, parce qu'on est surpris de voir autant de fans en fait qui sont là un peu pour nous. Et oui, mais on pensait pas avoir marqué autant l'histoire en Algérie. À la croisée de l'esport de haut niveau et d'une industrie vidéoludique mondiale, l'Algérie devient un hub numérique majeur où le talent local rencontre le succès international. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à très bientôt.